Donc voilà, on continue sur le boulot des IN, les fichiers ouvrir, et je vais aller chercher donc dans le dossier d'aujourd'hui. Enfin non, vous c'est dans le dossier de lundi, mais moi je l'ai transféré dans le dossier d'aujourd'hui. L'image poubelle06.psd, bien entendu vous pouvez prendre votre image à vous si vous voulez, si elle est valable, s'il y a différents éléments des IN qui flottent dans un décor. Touche F. Et alors, une des dernières choses que j'avais faites, c'était double-cliquer sur un des objets dynamiques. Ça ouvre une fenêtre et ça me permet de retrouver ce qu'il y a réellement dans ce calque conteneur, c'est-à-dire l'image de l'IN et de son décor, et juste à droite, un masque de fusion qui masque le décor. Donc c'est à l'intérieur, ça ne se voit plus depuis que j'ai converti en objet dynamique, mais je peux le retrouver, ils sont toujours là, accessibles en double-cliquant dessus. Et j'avais été créer un calque vide sur lequel j'avais dessiné une spirale, et j'ai mis des petits effets spéciaux de biseautage que, au moment où j'ai expliqué, vous ne connaissiez pas le biseautage, mais maintenant vous le connaissez, parce qu'on l'a vu depuis lors, il me semble. Oui, donc voilà. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est aller enlever les petites spirales, là, qui étaient juste une petite fantaisie. Mais il faudra que je vous explique un jour pourquoi, quand j'ai modifié un des objets dynamiques, les deux autres ont également été modifiés de la même manière. Parce qu'en fait, ça dépend de la manière dont on copie le premier objet dynamique qu'on a, la manière dont on le duplique pour obtenir les deux autres, 2, 3, 4, ça dépend ce que vous voulez faire, hein. Eh bien, il y a deux manières de dupliquer des objets dynamiques. Il y a une manière de dupliquer que j'ai utilisée là, qui crée des instances, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le même objet dynamique qui est à plusieurs endroits de l'image, et forcément, quand je modifie n'importe lequel d'entre eux, ils se modifient tous. C'est ce qu'on appelle des instances. Et alors, il y a une autre manière de copier les objets dynamiques qui crée vraiment des objets dynamiques indépendants. Euh, donc ça va être vu en fait, hein. C'est quand même important, c'est utile. Les deux manières de faire sont utiles, ça dépend de ce qu'on veut faire. Alors voilà, vous allez double-cliquer sur en fait n'importe lequel des trois objets dynamiques, puisque on va modifier le contenu et c'est le même objet dynamique qui apparaît à différents endroits de l'image, c'est ce qu'on appelle des instances ou des occurrences. Occurrence ou instance, les deux mots sont bons dans ce cas-ci. Donc vous double-cliquez sur n'importe lequel des trois objets dynamiques. Voilà. Donc le contenu, c'est celui-là. C'est une IN avec son décor visible, enfin visible là, enfin, qui existe toujours dans l'image, c'est ce que je veux dire, mais rendu invisible le décor grâce au masque de fusion. Et au-dessus, vous avez le fameux calque sur lequel j'ai été dessiné des spirales en couleur et sur lequel j'ai mis un effet de biseautage et un autre effet d'ombre portée. Bon, ben ce calque du dessus, vous allez enlever l'œil en face, on n'en a plus besoin. Et nous allons mettre à jour le montage derrière, faire en sorte que la modification que je vais faire ici sur le contenu de l'objet dynamique se répercute dans le montage derrière. Et pour ça, il faut envoyer cette image là d'où elle vient, en faisant fichier enregistré. En faisant fichier enregistré, je peux fermer, une fois que c'est fait, fichier fermé, et dans le montage derrière, donc j'aurai mes IN sans spirale, fichier fermé. Ne faites pas tout fermer parce que ça fermerait toutes les images ouvertes dans Photoshop, hein. C'est vraiment fichier fermé, cette image-là. Voilà, et donc comme prévu, je récupère mes IN sans leur spirale. C'est parfait, je vais enregistrer ça sous un certain nom ici, poubelle 07, voilà. C'est une image assez lourde hein, quand même, au niveau... ça commence à devenir un peu lourd. Je ne sais pas si vous avez regardé, si vous avez jeté un œil sur le poids de l'image. Actuellement, on est à 82,3 mégas quand même, hein. Pour une image qui, au niveau des pixels, fait, là je suis allé dans image, taille de l'image, une image qui fait 3800 pixels sur 2500 à peu près. Il faut savoir que plus je vais ajouter des éléments sur le calque, plus ça va multiplier le poids de l'image Photoshop, évidemment. Ok. Et donc ici, nous allons faire des corrections couleurs. Je vais commencer par le décor. Donc je vais cliquer sur le calque du décor. Et ce n'est pas un objet dynamique actuellement, le décor. Je ne vais pas le convertir en objet dynamique. Je vais simplement vous montrer qu'il serait possible techniquement d'aller modifier de manière définitive les pixels du décor.
en allant dans Images, Réglages, et en allant chercher un des réglages ici, par exemple le réglage courbe. Alors allez-y, testez ça, Images, Réglages, Courbe. Vous avez le réglage des courbes qui arrive, rien de surprenant, et vous pouvez modifier l'image en mettant un point dans la courbe et en bougeant ce point, ça va modifier la luminosité. Courbe de transfert, c'est ça? Donc on peut se contenter de ça pour l'instant. Vous pouvez expliquer un peu comment on fonctionne? Vous avez la case aperçu qui est cochée, comme ça vous voyez directement derrière ce que ça donne, évidemment. Et si on clique sur OK, eh bien les pixels sont modifiés de manière définitive. C'est-à-dire que si dans 5 minutes, dans 1 heure ou un autre jour, je veux récupérer des infos qui ne sont plus visibles parce que j'ai assombri ici l'image, j'ai forcément des gros placards noirs, il y a des infos qui ont disparu, en fait, ce ne sera pas possible de les faire réapparaître. C'est l'ancienne manière de faire les réglages dans Photoshop. On attaque directement les pixels. Mais depuis la version 5 de Photoshop qui est apparue à la fin des années 90, il y a une nouvelle manière de corriger les couleurs. Donc en fait, le menu Images, Réglages, c'est assez peu souvent que vous allez l'utiliser. La plupart du temps, vous allez mettre ce qu'on appelle des calques de réglage. Alors, je vais annuler ici la modification que j'ai mise. Donc, édition annulée. Voilà. Donc, tout le détail réapparaît. C'est les pixels non modifiés. Et on va mettre le même réglage, mais sous forme de calque. C'est-à-dire, c'est un calque qui va s'ajouter au-dessus de celui-ci, qui va me faire la même chose au niveau visuel, sauf qu'on pourra le modifier autant de fois qu'on veut, on pourra même le supprimer et récupérer l'image telle qu'elle est là maintenant. Alors pour faire ça, vous allez dans le menu calque. Menu calque en haut de l'écran. Je sais qu'il y a également des icônes dans le bas de la palette des calques qui permettent de faire ça. Vous pouvez les utiliser si vous voulez, mais moi je préfère y aller par là pour vous montrer visuellement le nom des choses. Les icônes c'est bien, mais le nom des choses c'est bien aussi. Menu calque, nouveau calque de réglage de type courbe. Là, vous pouvez donner un nom, mais ça n'a d'intérêt que si on est dans un photomontage très complexe où on a beaucoup de calques. Donc je vais laisser ici le nom par défaut, courbe 1. Et je clique sur OK. Et donc voilà un réglage de courbe qui arrive, la présentation est un peu différente de tout à l'heure. Voilà le calque de réglage qui est là. Et on n'a pas encore utilisé des calques de réglage, il me semble. Non. Et bien donc voilà, c'est la première fois. Vous avez le réglage qui est dans le panneau propriété qui devrait normalement être visible quelque part sur l'écran. Oui. Et si vous mettez un point dans le réglage et que vous le bougez peut-être comme tout à l'heure, vous allez remarquer que en fait l'image d'en dessous, le calque d'en dessous, les pixels ne se modifient pas réellement, ça ne s'assombrit pas en dessous là. Par contre, le calque de réglage fait en sorte que dans l'image, ça apparaisse plus sombre. Donc c'est bien ça le principe, hein. C'est comme pour assombrir une photo, j'ai la possibilité de mettre un film coloré au-dessus de la photo, je veux dire, dans la vraie vie. Mais évidemment, si j'enlève le film coloré que j'ai mis au-dessus de la photo elle est intacte, je la retrouve en dessous. Et bien c'est le même principe ici. C'est des choses qu'on met au-dessus des calques, qui modifient leur aspect, mais qui ne modifient pas réellement le calque. Alors, si ce panneau propriété disparaissait de l'écran, c'est très simple de le faire réapparaître. Il suffit de double-cliquer à cet endroit-ci du calque de réglage et ça fait réapparaître le panneau propriété. Peut-être que chez vous l'icône est différente. Ça dépend de la taille des vignettes, ça dépend du système d'exploitation. Mais ce sera de toute façon à cet endroit-là, sur la gauche du calque, que vous allez pouvoir double-cliquer et faire réapparaître le panneau propriété. Donc là, je suis en train de modifier l'intensité lumineuse du décor. Parce qu'en fait, le principe de calque de réglage, c'est que ça ne va modifier que ce qui se trouve en dessous de lui dans l'empilement des calques. C'est-à-dire que les IN qui sont au-dessus ne se modifient pas. Forcément, elles sont en dessous, elles sont au-dessus du calque de réglage. Les IN sont au-dessus du calque de réglage, elles ne pourront pas être modifiées par ce calque de réglage, c'est impossible.
Pour qu'elle soit modifiée, il faudrait que je déplace le calque de réglage au-dessus des hyènes. On peut le faire. Si vous prenez la vignette du calque de réglage et vous la déplacez au-dessus des hyènes, on voit que les hyènes subissent le réglage. Faites un réglage assez fort pour le voir. Si je déplace au-dessus uniquement de mon décor, mais pas les hyènes, mais les hyènes ne sont pas modifiées. Elles ont leur couleur normale. Là, je suis en train d'enclencher le calque de réglage et ne pas l'enclencher avec l'œil, juste pour voir ce qu'il fait comme réglage. Et on voit en effet qu'il n'agit que sur le décor. Donc c'est ça le principe. Et c'est comme ça que vous allez arriver à équilibrer des couleurs et des luminosités d'éléments pour les faire en sorte qu'un photomontage ait l'air un peu plus réel. Donc, vous m'avez demandé d'expliquer comment fonctionne le réglage des courbes. Ben oui, j'allais expliquer, mais je préfère l'expliquer avec un calque de réglage plutôt que par la première méthode que je vous avais montrée, le menu image, qui n'est pas la bonne. Donc, vous l'oubliez celle-là pour l'instant. Image-réglage, c'est pas bon. Sauf si vous ne pouvez vraiment pas faire autrement. La plupart du temps, vous allez faire un calque de réglage par le menu calque. Alors, le principe est assez simple à comprendre. Vous avez ici, vous avez mis un point qui permet de modifier la luminosité de l'image. Enfin, du calque, ou des calques qui se trouveraient en dessous du réglage. Ça modifie l'intensité des tons moyens. C'est-à-dire que ce qui est très clair, ce qui est blanc reste blanc, ce qui est déjà foncé reste foncé. Donc c'est la modification des tons moyens. Si je veux modifier, en plus de modifier la luminosité, je veux modifier le contraste. Je vais devoir ajouter un deuxième point. Et pour ajouter un deuxième point, je clique n'importe où sur la courbe, ça ajoute un deuxième point. Erreur habituelle, on en ajoute un troisième et on se demande comment faire pour le supprimer. Mais c'est très simple, vous le prenez, vous le sortez du graphique, il est supprimé. Donc avec 2 points, pour l'instant la courbe n'a pas vraiment changé de forme, donc le résultat visuel est toujours le même. Mais je vais positionner ces 2 points l'un par rapport à l'autre. Par exemple, si je fais une courbe en forme de S comme ceci, ça augmente le contraste. Ça contraste. Donc contraster, ça veut dire quoi? Ça veut dire rendre les choses qui étaient déjà différentes à la base, les rendre encore plus différentes. C'est-à-dire que ce qui était clair devient plus clair, ce qui était foncé devient plus foncé. J'augmente les différences, je contraste. Ça, c'est une courbe en forme de S, vous voyez. Enfin, c'est pas vraiment un S, on dit que c'est une courbe en forme de S, mais évidemment, ce n'est pas véritablement un S. Et alors, en positionnant ces 2 points, l'un par rapport à l'autre, je modifie à la fois le contraste et la luminosité, parce que je peux faire une courbe en forme de S qui est plutôt haute, comme ceci, ou une courbe en forme de S qui est plutôt basse, comme ceci. Donc, en fait, on joue sur les 2 paramètres en même temps, luminosité et contraste. Alors, parmi les calques de réglage, vous ne le faites pas, vous ne le mettez pas, mais je vous montre simplement ici. Parmi les calques de réglage, il y en a un qui s'appelle luminosité-contraste. Par rapport à ce qu'on vient de faire, il fait quasiment la même chose. Sauf qu'il ne fera rien de plus, lui. Il va juste vous permettre de faire ce qu'on a fait là. Mais le réglage des courbes, il permet de faire un réglage de luminosité et contraste, comme on vient de le faire, mais il permet de faire aussi beaucoup plus que ça. Par exemple, je peux essayer de récupérer, dans les parties les plus foncées, essayer de récupérer un peu de détails, en mettant un 3e point à cet endroit-ci. Pourquoi à cet endroit-là? Parce que comme on le voit sur les graphiques ici, ça correspond aux parties un peu foncées de l'image. Vous voyez qu'il y a des échelles de gris ici qui vous font comprendre sur quoi va agir ce point. C'est sur les parties les plus foncées de l'image. Eh bien, ce 3e point, si je remonte comme ça, j'augmente la luminosité dans les parties les plus foncées de l'image, et ça va me permettre, comme vous le voyez, de garder l'image contrastée, mais de récupérer quand même un peu de détails dans les parties les plus foncées. Et même chose pour le reste. Je veux dire, vous avez peut-être du détail dans les parties les plus claires, vous voulez garder ce contraste-là, mais vous voulez récupérer un peu de détail, vous mettez un 4e point ici au-dessus, et vous le bougez.
et ça va peut-être vous permettre de récupérer le détail dans les parties claires. Hmm. Oui, en effet, ça marche. Voilà, donc là on a 4 points pour régler le contraste. Les 2 points principaux là, et puis ceux qui permettent de récupérer. Et on peut mettre jusqu'à 16 points de contrôle là-dessus. Ça demande un peu d'habitude, et ça demande évidemment d'avoir un écran bien calibré pour voir ce qu'on fait, et surtout pour quand on le transfère ailleurs, on obtienne le même résultat au niveau visuel. Ça ne sert à rien de se casser la tête à faire des retouches d'image pendant des heures si au final... quand on transfère, c'est mauvais parce qu'on a oublié de calibrer son écran, parce qu'on a mal réglé Photoshop au niveau des profils, etc. Alors, je vais enlever l'œil en face et le remettre, juste pour voir l'avant-après. Donc voilà, et je peux encore corriger un peu. Donc c'est vraiment à l'œil. Il y a des méthodes de correction d'image qui utilisent des pipettes avec des valeurs numériques. Mais de nos jours, la plupart du temps, vu que les écrans sont devenus fiables au niveau couleur, on se sert surtout de l'écran pour créer le réglage. Bien, je vais enregistrer l'image sous un certain nom ici. Et ce réglage va vous permettre également de modifier les couleurs. Donc je vais pouvoir changer les couleurs dans des calques qui se trouvent sous ce calque de réglage-ci. Et pour ça, on va descendre sur chacune des couches. Donc vous cliquez sur le mot RVB ici, et vous avez les couches. Et en fait, il y a des raccourcis. En fait, il y a des raccourcis qui sont indiqués là. Donc, Alt 2, Alt 3, Alt 4, Alt 5. Donc, si vous enfoncez la touche Alt et que vous faites 2, 3, 4, 5, vous passez de RVB à rouge, vert et bleu. Et donc, voilà, ça va nous permettre de modifier les intensités lumineuses de chacune des couches constitutives de l'image. Alors, si vous êtes quelqu'un qui vient des arts graphiques, vous n'avez sans doute pas l'habitude de créer des couleurs en mélangeant des lumières rouge, vert et bleu. Par exemple, il y a des choses qui vont vous paraître bizarres. Pour créer du jaune, il faut mélanger de la lumière rouge et verte. Voilà. Donc, en fait, vous allez vous en sortir de manière assez simple en vous disant que les 3 couches rouge, vert, bleu, c'est un peu ce qui correspond à cyan, magenta et jaune. Vous allez dire, tiens, c'est bizarre. Je viens de dire avant que pour créer du jaune avec des images rouge, vert, bleu, il faut de la lumière rouge et verte. Et pourquoi est-ce que je dis que rouge, vert, bleu correspond à cyan, magenta, jaune? Pourquoi est-ce que, si je veux modifier la quantité de jaune dans l'image, je dois aller sur la couche bleue? C'est parce que en diminuant la quantité de lumière bleue, je favorise les 2 autres couches rouge et verte qui font du jaune. C'est ça le principe. Donc voilà, vous avez possibilité ici de modifier les quantités de lumière, les quantités de rouge, vert, bleu dans l'image, mais aussi les quantités de cyan, magenta et jaune. C'est vous qui voyez comment vous allez procéder. Je voudrais par exemple que l'image soit plus magenta. Rouge, vert, bleu, c'est cyan, magenta, jaune, donc je sais que c'est sur la couche verte que je dois aller. Cyan, magenta, jaune, rouge, vert, bleu. Donc le vert et magenta sont en 2e position dans ces 2 listes. Si j'augmente, ben évidemment ça fait vert. Mais si je diminue, je favorise les 2 autres couches, rouge et bleu, qui servent à faire du magenta. Voilà. Et alors, il faut y aller comme ça, sur les couches, et équilibrer les choses, de manière à obtenir l'ambiance colorée que vous souhaitez voir.
Voilà. Bon, bien sûr, dans Photoshop, il y a d'autres techniques pour corriger les couleurs, pour modifier les couleurs sur les calques, mais celle-ci est la plus professionnelle et la plus utilisée par les photographes, en fait, hein. Les courbes. Évidemment, ceux qui connaissent déjà Lightroom ou Camera Raw, vous avez déjà vu qu'il y a ça dans ces logiciels-là. C'est le même principe. Ok. Alors, je vais faire la même chose pour une des hyènes. Je vais par exemple travailler sur celle-ci. Et je vais mettre un calque de réglage qui va modifier cette hyène-là. Menu calque, nouveau calque de réglage de type courbe. Voilà un nouveau calque de réglage qui arrive. Et vu que j'avais activé le calque de l'hyène de droite ici, ce calque de réglage de type courbe est arrivé juste au-dessus. C'est parfait. Si je modifie la luminosité de cette hyène, je vais remarquer que ça modifie aussi la luminosité du décor. Ben logique, parce qu'en fait un calque de réglage, ça modifie tout ce qui se trouve en dessous de lui. Donc là, il modifie l'hyène, mais il modifie aussi le décor, qui lui-même est aussi modifié par ce calque de réglage-là. Donc les calques de réglage peuvent se cumuler, c'est pas un problème. Mais mon problème ici, c'est que ce calque de réglage ne devait normalement modifier que l'hyène de droite. Et donc là, on va utiliser une technique qu'on a vue pour le flyer avec le Puma. Quand on a mis la texture sur le texte, on a fait en sorte que la texture... On a fait contrôle sur le... C'était Alt. Touche Alt entre les deux calques. Donc j'enfonce la touche Alt et je fais voyager le pointeur entre les deux vignettes. Quand j'ai cette icône-là, je clique et voilà, le calque de réglage se décale. On dit qu'il est écrété. Et là, le réglage n'agira que sur le calque qui est en dessous, donc que sur l'hyène. Et alors le principe va être le même que précédemment. Avec un seul point, on ne saura pas aller très loin, il va falloir en mettre au moins un deuxième. Voilà. Et alors vous avez la possibilité d'enlever du contraste aussi. Ça, j'en ai pas parlé. Si je fais une courbe en forme de S, ça contraste, on est d'accord. Mais si je fais une courbe en forme de S inversée, comme ceci, ça enlève du contraste. Voilà. Ça enlève du contraste et dans ce cas-ci, je trouve que c'est pas mal au niveau du rendu de l'hyène. J'ai l'impression que c'est plus le poil naturel. Par contre, elle est trop claire. Au niveau du contraste, c'est pas mal, mais au niveau de la luminosité, elle est trop claire par rapport au décor derrière. Mais ça, je vais régler autrement. Je vais garder ma courbe de contraste comme ça, je la trouve pas mal. Donc vous voyez, par rapport à ceci, l'hyène ici au milieu paraît un peu... trop contrasté. C'est vraiment une question de goût et de manière de faire les choses, hein. Donc allez-y, faites un réglage sur une des bestioles. Bien. Donc j'ai fait le réglage ici sur la bestiole et pour simplifier mon travail, je ne vais pas tout faire dans ce réglage-là. C'est-à-dire que si je veux modifier la couleur de l'hyène et sa luminosité, je ne vais pas le faire dans ce réglage-là. Je vais dire que ce réglage-là va servir uniquement à régler le contraste. Donc 2 points, courbe en forme de S inversée pour enlever du contraste. Et maintenant, je vais ajouter au-dessus de ce calque ici un autre calque de réglage. Menu calque, nouveau calque de réglage de type courbe. OK. Ce calque de réglage, je l'écrète, touche Alt, je clique, voilà. Et donc je vais avoir 2 réglages qui vont agir sur l'hyène de droite. Bonne remarque. Le calque de réglage ici, nous ne l'avons pas écrété pour qu'il n'agisse que sur les décors, mais tout simplement parce qu'il n'y a que ce calque-là sous ce calque de réglage-là. Donc si je l'écrète, ça ne change rien du tout en fait. Bon, je reviens travailler sur ce calque de réglage ici, le deuxième que j'ai mis. Et
je vais modifier la luminosité de l'IN. Et donc, le contraste reste le même. Au niveau des poils, ça reste contrasté de la même manière, un peu terne. Par contre, là, je modifie la luminosité et ça va peut-être permettre de l'intégrer un peu mieux au décor. Mais il faudra sans doute que je revienne sur le décor aussi. En fait, il va falloir amener le décor et les IN dans le même univers, on va dire, au niveau cohérence des couleurs. Quand vous amenez un élément dans un décor, il ne faut pas essayer de corriger uniquement l'élément pour qu'il s'intègre dans le décor. Il faut aussi modifier le décor pour que les deux se rejoignent dans le même univers coloré, que ça soit cohérent, que ça ait l'air réaliste. Alors, l'histogramme dont tu me parles, oui, donc fenêtre histogramme, et quelque chose qui peut nous renseigner sur la manière de corriger une photo, mais... et on peut s'en servir parfois pour régler des problèmes sur des photos ternes, notamment des vieilles photos ternes qui n'utilisent pas toute la gamme dynamique. Je vous propose de le voir juste après, si vous voulez, avec une photo qui pose des problèmes, l'utilisation de l'histogramme. Mais ici, il ne va pas nous être d'une grande aide. Il nous indique simplement que dans cette image, oui, puisque si je change de calque, ça ne change pas ici. Dans cette image, il y a beaucoup de pixels foncés et très peu de pixels clairs, en fait. Voilà, c'est la quantité de pixels pour toutes les gammes possibles de luminosité de ce cas-ci. Et j'ai aussi ça pour chacune des couches, la quantité de lumière rouge, verte et bleue. Voilà. Et le tout superposé ici. Voilà. Mais non, dans ce cas-ci, je ne vais pas utiliser l'histogramme parce que chaque image est unique en fait. Chaque image est unique et je vais les régler visuellement. Parce que je vais quand même aller vous chercher ça pour vous faire comprendre, puisque tu parles de l'histogramme. Donc là, vous ne faites rien, vous regardez. Voilà. Donc je vais prendre cette image-là par exemple. Voilà. Ok. Voilà. Donc cette image-là, je vois en regardant l'histogramme que elle comporte énormément de pixels clairs. Et c'est un histogramme vraiment bizarre, quoi, au niveau de sa distribution. Et elle comporte, cette image, très peu de pixels sombres. Est-ce qu'on peut en déduire que c'est une image pourrie au niveau de la qualité? Ben non. C'est la nature même de l'image qui fait que c'est comme ça. Je pourrais aller vous chercher aussi une image qui comporte quasiment que des tons moyens. Voyons un peu ça. Et qui comporte très peu de tons clairs et foncés. Voilà. Bon. Ok. Ok. Voilà. Oui, il y a quand même des tons clairs dans cette image. Mais si je la recadre, il n'y en aura plus. Il y en aura moins. Voilà. Est-ce que, en voyant cet histogramme bizarre avec très peu de tons, très peu de pixels foncés et pas mal de pixels ici dans les moyens foncés, est-ce qu'on peut en juger que c'est une image de mauvaise qualité? Je ne le crois pas. Hein. Donc voilà, l'histogramme, il ne faut pas en faire une religion en fait. Hein. C'est vraiment... voilà. Quelque chose, une référence éventuellement. Surtout pour repérer des problèmes de gamme dynamique dans les images. Mais il y a plein d'images, comme des couchers de soleil, notamment ici, voilà,
où c'est tout à fait normal que la gamme dynamique, toutes les possibilités possibles des lumières dans une photo ne soient pas utilisées. Ou qu'il y en ait une qui soit surutilisée. C'est ce que j'ai montré juste avant, ceci. J'aurais pu montrer une image de ville la nuit, et là, j'aurais énormément de pixels foncés, c'est tout à fait normal. Ok. Donc voilà, je vais maintenant cliquer sur le calque de réglage le plus au-dessus, donc le dernier que j'ai mis sur l'IN, qui m'a permis de modifier sa luminosité. Donc on est d'accord, ceci va me permettre de rapidement passer d'un réglage à l'autre. Ça c'est le contraste, ça c'est la luminosité. Donc je sépare les choses, c'est pas interdit. Au niveau qualité, ça ne va pas faire plus pourri que si j'utilisais un seul calque de réglage. Ils se combinent pour modifier le calque sur lequel ils sont écrêtés, la base de l'écrêtage. Ok, donc j'ai cliqué sur le calque qui est le plus au-dessus. Je vais maintenant en créer un nouveau calque de réglage, mais attention, n'allez pas trop vite parce qu'on va voir une nouvelle chose. Menu calque, nouveau calque de réglage de type courbe. Je vais ici cocher cette option-là. Et ça veut dire que d'office, le calque que je crée est écrêté par rapport à celui qui se trouve juste avant. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas obligé en fait, de le faire. Si vous oubliez de le faire, c'est pas grave, parce que jusqu'à présent, on a vu comment faire l'écrêtage manuellement avec la touche Alt entre les vignettes. Mais là, d'office, il est écrêté, parce que j'ai coché l'option. Et alors, ce troisième calque va me servir à quoi? Ben, il va me servir à modifier la couleur. Donc je descends sur chacune des couches. Je peux utiliser le raccourci clavier Alt 3, 4, 5 pour passer de la couche rouge, verte et bleue. Voilà, et je modifie les intensités lumineuses. Ça dépend vraiment de ce que je veux faire. Tiens, en verdâtre comme ça, elles ont vraiment l'air d'être nucléarisées. Elles ont bouffé de la radioactivité. Ok. Petite astuce, quand vous faites des réglages couleurs sur des photos, sur une photo, quand vous faites des réglages couleurs sur une photo, n'y passez pas trop de temps. 5 minutes, c'est bon, puis vous enregistrez la photo et vous passez à une autre photo. Parce que sinon, votre œil se fatigue, et votre esprit aussi se fatigue. Donc, faites ça par vagues successives. Par exemple, si vous avez 30 photos à retoucher au niveau couleur, et ne passez pas 30 minutes sur la première, puis 30 minutes sur la suivante, puis 30 minutes sur la suivante. Vous allez fatiguer votre esprit. Ce sera plus productif de faire ça par vagues successives. Faites une première vague successive sur toutes les photos où vous allez modifier le contraste, puis une seconde vague, vous allez modifier la luminosité, puis une seconde vague, vous allez modifier les couleurs. Évidemment, on peut mettre au point un script dans Photoshop qui vous ouvre tout seul pour vous les photos. Ça vous ouvre la photo. Vous faites la correction, vous cliquez sur OK, ça ferme la photo, ça l'enregistre, ça ouvre tout seul la suivante. Hein. Donc il y a des scripts, on peut mettre au point des macros, comme on dit, des scripts, des automatisations dans Photoshop. Dans le cas où vous avez beaucoup de photos à retoucher, vous pouvez vous débarrasser de ces phases d'ouverture et de fermeture d'images. Et alors, autre intérêt, c'est que si vous êtes pris par le temps et que finalement la deadline, l'échéance, le moment auquel vous devez rendre le travail arrive plus tôt que prévu, parce que il y a eu un petit incident et vous avez... Imaginez si vous avez retouché que la moitié de vos photos à fournir, c'est la cata. Si vous procédez par 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes pour chaque photo. Tandis que par vagues successives, au moins toutes les photos sont retouchées de la même manière et à un niveau de correction identique. L'eau, c'est un traitement par l'eau. Alors, les traitements par l'eau, au niveau correction couleur, ça ne marche pas bien parce que généralement chaque photo est différente. Il faut vraiment qu'on ait des photos studio, sous le même éclairage. Et encore, la couleur de l'objet influence l'éclairage ambiant. Il faut travailler sur des photos brutes, évidemment, sur du RAW. Parce que si on travaille en JPEG, votre appareil photo a déjà fait une correction couleur, c'est très mauvais. Donc vos appareils photo, vous les mettez en RAW, évidemment, pas en JPEG. Le JPEG, pourquoi est-ce que les appareils photo de haut de gamme peuvent faire du JPEG en plus du RAW? Deux intérêts.
c'est une fois que vous avez... oui, vous pouvez demander à vos appareils photo, quand vous photographiez, qu'ils vous fassent une version RAW et une version JPEG. On est d'accord, hein. Et donc la version JPEG va vous permettre de rapidement avoir une vue d'ensemble sur les photos que vous avez produites et faire une première sélection. Parce que du RAW, c'est lourd à ouvrir, ça prend du temps. Et ça, c'est l'intérêt du JPEG sur les photos, des appareils photo haut de gamme. Deuxième intérêt, c'est qu'on peut aussi faire fonctionner l'appareil photo uniquement en JPEG. Et ça, l'intérêt, c'est la rapidité. Donc, petit fichier qui se transfère rapidement vers la carte de l'appareil photo, la carte de stockage. Et donc, on peut faire beaucoup de photos sur une minute. Typiquement, les journalistes vont faire ça. Parce qu'ils ont besoin de faire beaucoup de photos en très peu de temps. Ils ne peuvent pas se permettre d'attendre à un certain moment que les fichiers se transfèrent sur la carte de stockage, ce qui arrive en RAW, hein. Vous faites du RAW, vous faites du rafale en RAW, à un certain moment, vous allez devoir attendre que le transfert sur la carte se fasse. En JPEG, non. Et deuxième intérêt, le JPEG est directement le bon format qu'on peut envoyer à la rédaction pour faire le site web et pour faire la publication. Les gens ne vont pas, dans les journaux, ne vont pas commencer à faire des développements RAW. On est dans l'urgence. Donc voilà. Le RAW, qu'est-ce qu'on gagne en plus que par rapport au JPEG? Et donc le RAW, ça capture tout ce que le capteur est capable de voir, ça l'intègre dans le fichier. C'est ça le RAW, ça veut dire brut. Mais ça fait des fichiers plus gros. Oui, bien sûr. Et quand on les regarde, ils sont au niveau couleur et c'est pas génial généralement. Et ça demande un peu de correction. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout ce que le capteur de l'appareil photo a pu voir est mis dans le fichier. Et moi j'ai l'impression qu'avec le RAW, La remarque que tu fais est tout à fait intéressante. Tu as l'impression que quand tu travailles du JPEG, tu travailles la surface de la photo, et le RAW, tu travailles plus en profondeur. C'est logique, hein, parce que le JPEG, c'est déjà une image corrigée par l'appareil photo. Parmi les milliards de couleurs, de nuances que le capteur est capable de capturer, l'appareil photo en interne a fait une correction couleur pour faire une version JPEG, corrigée, prête à l'emploi. Mais c'est l'appareil photo qui a corrigé pour vous la photo, et parfois il se gourre. Parfois, pour des sujets particuliers, il fait des corrections foireuses. Mais pour la 300. Alors, pour transformer en noir et blanc, de toute façon, le RAW sera beaucoup mieux, oui. Et on fait des photos couleurs. Et on peut éventuellement le transformer par le même procédé en sépia. Ah oui, oui, sépia, oui, tout à fait. Mais, aucun problème. Le RAW, qui peut le plus, peut le moins, en fait, hein. Au départ d'un RAW, je peux faire des corrections couleurs, adapté vers des formats standards comme le JPEG pour mettre sur un site web, même des formats encore plus pourris que le JPEG, le GIF, on peut faire des GIFs, alors qu'au départ les images étaient en RAW. Par contre, qui peut le moins ne peut pas le plus. Au départ d'une image JPEG, je ne vais pas pouvoir récupérer du détail qui n'existe plus dans la photo. Alors que dans le RAW, si j'ouvre le RAW, que je ne vois pas le détail dans les parties les plus claires ou les plus foncées, je sais qu'il est là, je peux le faire ressortir grâce au réglage. Voilà. Bon, alors, bonne remarque, on a l'impression que les IN ne sont pas bien intégrés, en effet. Ah oui, tiens, j'ai un problème ici. Est-ce que c'était vraiment ma dernière version? Parce que là, mon IN n'a pas le bord flou, et je me demande si j'avais bien travaillé sur l'expansion. Ok, ben on va... Moi, j'ai un doute que ce soit vraiment ma dernière version, mais on va voir ça. Donc, on a deux possibilités pour retravailler le bord de l'IN. On peut, en effet, double-cliquer sur le calque et ouvrir et retravailler le masque de fusion qui a servi à enlever le décor de l'IN. Mais on peut aussi, et ça répond à la question de mademoiselle qu'elle avait posée tout à l'heure, est-ce qu'on peut mettre deux masques de fusion sur un calque? Eh bien oui. Si le premier calque qui contient le masque de fusion, on l'a transformé en objet dynamique, c'est ce qu'on a fait ici. Eh bien, sur cet objet dynamique, je vais pouvoir mettre un deuxième masque de fusion. Donc, ici, rien ne m'interdit d'aller dans Calque, masque de fusion, tout faire apparaître. Voilà un masque de fusion donc blanc, puisque j'ai demandé tout faire apparaître. Et dans ce masque de fusion, je peux aller au pinceau flou, retravailler le bord. Voilà. Et ça peut être un pinceau grand, très flou, si je veux vraiment intégrer l'IN. Ok. Bon, la couleur du décor devra être corrigée parce que franchement, là, on voit trop que... C'est pas logique que l'IN soit un peu verdâtre dans un décor rougeâtre, en fait. Le décor doit influencer au niveau couleur. Donc, soit je vais devoir modifier l'IN, les deux, en fait. Hein? Oui, parce que j'avais remarqué ça, si vous mettez une vache qui est dans une prairie, dans une autre photo, vous voyez que Ah oui, oui, ses oui. sabots sont verts.
Ah oui, oui, elle non. prend de la couleur de la prairie, mais si on la met dans le La désert, couleur influence. C'est comme ce que j'ai montré l'autre jour avec le tigre. Ici, voilà, le tigre. Typiquement, c'était pas celui-là. J'avais pas enregistré le tigre avec. Si, c'est là. Voilà. Donc, mon tigre a l'air verdâtre. Ça a l'air assez pourrache. On se demande pourquoi. Et pourtant, là, j'enfonce la touche majuscule pour désactiver le masque. Quand on le voit dans une image originale, ça a l'air normal. Ben, c'est logique, et c'est la couleur environnante qui influence. C'est pour ça que dans les studios photo, vous avez des murs gris. Vous n'avez pas des murs qui sont colorés. Et c'est pour ça que les photographes, vous allez souvent voir qu'ils s'habillent en noir aussi. Voilà. Donc, ça évite aussi de voir le reflet dans l'environnement. Vous n'allez pas voir un photographe professionnel qui s'habille en rouge ou en vert. Voilà. Enfin, pas en tout cas au moment où il fait la photo. Moi, je suis habillé en vert aujourd'hui, mais je ne fais pas des photos aujourd'hui. Voilà. Également important, si vous avez fait des retouches couleurs sur un écran brillant, si vous voyez votre reflet dans l'écran et que vous avez une couleur sur vous, ça va influencer votre perception. Voilà. Dans les retouches couleurs, normalement, je vous oblige pas à le faire, bien entendu, parce que c'est un peu difficile, mais normalement, les retouches couleurs, ça se fait dans des pièces occultées. Il n'y a pas de lumière extérieure qui arrive. Et ça se fait dans la pénombre, avec des murs gris, et pas d'objets colorés dans l'environnement. Ça, c'est vraiment la retouche professionnelle de photo. Vous allez souvent voir dans des entreprises que le département retouche est en sous-sol. Ils ont des caves aménagées. On ne va pas les mettre aux étages avec des baies vitrées. Ceci dit, je l'ai déjà vu. Hein, pour des magazines bas de gamme. Mais la vraie photogravure, la vraie chromie, qu'on appelle ça, ça se fait dans des conditions particulières. Et alors, il faut aussi sortir de chez soi régulièrement pour voir de nouvelles choses. Parce qu'en fait, au niveau couleur, il faut se cultiver. Si vous restez toujours devant votre écran dans le même environnement, ça va appauvrir votre capacité à juger des couleurs. Il faut vraiment multiplier les expériences visuelles et sortir, voir des choses. Ça aide vraiment. Il faut le savoir. Ça, pour faire de la bonne correction couleur, il faut cultiver son œil, aller voir des expositions, des choses de peinture, etc. Celui qui reste tout le temps chez lui sur son ordi va s'appauvrir au niveau visuel et faire des bonnes corrections couleurs, ça ne va pas être évident. Donc je vous ai donné déjà plein de conseils. De ne pas rester souvent sur la même photo, dans quelles conditions faire les retouches, pas de lumière extérieure qui arrive parce que ça influence la perception des couleurs. Voilà, et puis il y a plein de choses à faire, on pourra parler des heures à propos de l'éclairage aussi. Il y a différents types d'éclairage blanc. Il faut un éclairage neutre à 5500 Kelvin, pas un éclairage bleuté, blanc bleuté. Et les tubes fluorescents sont très mauvais, faussent la perception des couleurs sur les documents imprimés. Parce qu'ils ont des pics d'énergie pour certaines longueurs d'onde. Ils vont vous faire croire, les tubes fluorescents, ce qu'on appelle les néons, ils vont vous faire croire que certaines couleurs sont plus vives qu'elles ne sont en réalité quand vous regardez une photographie imprimée. Donc c'est quand même relativement complexe, mais vous n'êtes pas obligé d'aller vers ça. Vous pouvez dire que vous vous spécialisez plutôt dans la prise de vue et la retouche, c'est quelqu'un d'autre qui va la faire. Ou voilà. Ok. Donc voilà, il y a plusieurs choses à éventuellement modifier. C'est un va-et-vient. Bien. Et également, évidemment, l'environnement qui était peut-être un peu trop rougeâtre ici. Contrairement à le fait pour aller en arrière et pour revenir en avant, c'est pas trop vert. Alors, au niveau du réglage couleur, là, je suis en train de modifier le réglage qui est juste au-dessus du décor.
Au niveau du réglage couleur, vous avez aussi la possibilité dans chacune des couleurs, ici par exemple dans le vert, possibilité d'ajouter des points pour modifier le contraste à l'intérieur de la couche. Voilà. Bon, notre photo ici au départ était assez pourrie, hein, celle du décor. Déjà retravaillée par quelqu'un au niveau du contraste visiblement. Donc, pas évident de récupérer. Voilà. Alors, ce que j'étais en train de faire là, c'est, je vous montre, hein, de manière assez radicale, en mettant un troisième point. J'augmente beaucoup le vert, hein, on est d'accord, hein, dans les parties claires. Vous avez ici l'icône qui vous permet de voir l'avant et après. Avant et après. Avant et après quoi? Avant et après la dernière chose que vous venez de faire. Le dernier point. Ce n'est pas comme si on désactivait l'affichage du calque, parce que là, vous l'avez ici. La désactivation du calque de réglage, c'est la même chose que d'enlever l'œil en face. Il n'agit plus du tout. Vous voyez le décor non modifié. Non, ceci, c'est vraiment voir comment c'était juste avant la dernière chose que vous venez de faire là. Ok, et puis, si ça ne convient pas, je repositionne le point où je sors. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça commence à devenir un peu plus réaliste. Au niveau des poils ici, j'ai toujours un petit doute, mais je vais voir un peu si on peut faire quelque chose. Plutôt que de diminuer l'opacité de la brosse que j'utilise ici avec du noir, je vais peut-être, dans ce cas-ci, faire une brosse beaucoup plus grande et m'approcher pas trop de l'hyène. Voilà. Donc c'est une des solutions. Sinon, si je travaille avec une brosse plus petite, je peux aussi diminuer l'opacité et donc venir par petites touches retravailler le bord. Voilà, par petites touches. Le principe, le résultat sera le même que d'utiliser une grosse brosse et sans trop s'approcher en fait. Hein. Bon. Si j'ai fait trop de flou, évidemment, je dessine en blanc par l'intérieur. Vraiment, après, c'est du bon sens, c'est du cas par cas. Chaque image est particulière, vous voulez en faire quelque chose, je ne sais pas quoi, c'est uniquement vous qui êtes l'artiste et qui savez ce que vous voulez en faire. Et vous utilisez les outils pour arriver à vos fins. C'est le cas de le dire, elles ont l'air d'avoir faim. Bestioles. Bon, donc je continue ici. Alors, j'ai fait le réglage sur une des hyènes. Si je voulais que ce réglage, ces trois calques de réglage ici, si je voulais qu'ils agissent également sur les autres hyènes, en fait, il va falloir mettre les trois hyènes dans un groupe. Donc, je vais cliquer sur la première, c'était déjà activé. Majuscule, je clique sur celle-là. Donc, en fait, j'active tout. La marionnette est activée. On n'a pas l'impression, mais elle est vraiment activée là. Les marionnettes qui sont sur les hyènes sont vraiment activées. Ok, donc je mets les trois hyènes, je vais les mettre dans un groupe. D'abord, je les active comme ça, avec clic, majuscule, clic. Évidemment, les calques de réglage aussi. Et je vais dans le menu de la palette des calques et je vais faire quelque chose qu'on a déjà fait, c'est dire que les calques actuellement activés doivent aller dans un groupe. C'est donc nouveau groupe d'après des calques. Donc là, je vais, pour la démo, renommer le groupe, mais ce ne serait pas obligatoire dans la vraie vie. Hein. Parce que je sais très bien qu'il y a trois hyènes là-dedans. Bon, donc voilà, j'ai mis les trois calques dans un groupe. Je vais coloriser le groupe, comme ça on voit bien. Vous vous souvenez, hein? Vous vous souvenez que c'est clic droit sur le groupe et je peux coloriser comme je veux. Voilà. Comme ça je vois, dès que je déploie le groupe, je vois où s'arrête le contenu du groupe.
Et je vais mettre les calques de réglage ici, les 3 calques de réglage dans cet ordre-là. Je vais les mettre au-dessus des hyènes. Je vais plutôt glisser les hyènes ici en dessous, en fait. Voilà. Voilà. Je les ai glissés là en dessous les réglages. Les 2 autres hyènes, celles du milieu et de gauche. Et elles ont disparu. Ben, logique. Elles sont écrêtées. Cette hyène-là ne sera visible que là où cette hyène-là est visible. Cette hyène-là ne sera visible que là où celle-là est visible. Bon, si je bouge un peu celle-là, pour la mettre au même endroit que celle de droite, elle devrait réapparaître partiellement. Voilà. La voyez? Haha. Ben, logique. C'est un peu comme la texture sur le texte qu'on avait fait l'autre jour. Donc, en fait, je vais casser l'écrêtage de tout. Alt. Et voilà. Ben, il a suffi de faire Alt en bas, là, à cet endroit-là. Et il n'y a plus d'écrêtage. Et les 3 hyènes subissent les calques de réglage. Je recommence. Voilà. Donc je vais faire Alt et cliquer là pour casser le système d'écrêtage. Voilà. Forcément, les 2 hyènes ici réapparaissent parce qu'elles ne sont plus obligées de n'apparaître que là où celle-là est visible. Elles ne sont plus obligées, l'hyène de gauche et de milieu, d'apparaître là où celle de droite est visible. Elles ne sont plus écrêtées. Et elles subissent toutes les 3 les réglages, puisque les réglages ne sont plus écrêtés. Donc c'est nickel ça. Ça va? Ça vous va? Alors il y a quand même quelque chose, regardez un peu ça. Si j'enlève l'œil en face du calque des hyènes, du groupe des hyènes, est-ce que vous n'avez pas l'impression que le décor change de couleur? Ben si. Ben oui. Ça veut dire que les calques de réglage qui se trouvent dans le groupe des hyènes, ils influencent l'arrière-plan. Ils débordent en quelque sorte du groupe. Les 3 calques de réglage qui sont là débordent du groupe. Mais alors qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois les écrêter avec la touche Alt? Ben non, parce qu'à ce moment-là, ils ne vont agir que sur une seule des 3 hyènes. Celle qui est le plus en haut, c'est celle de gauche, ici. On est d'accord? Donc ce n'est pas la solution d'écrêter, puisque ça n'agira que sur un des calques qui sont dans le groupe. Donc je n'écrète pas. Voilà. Mais à ce moment-là, j'ai le problème que c'est difficile à gérer. J'ai mon décor qui est modifié à la fois par son calque de réglage et par les calques de réglage qui sont dans le groupe des hyènes. Eh bien, si vous ne connaissez pas la petite astuce que je vais vous donner, vous allez vraiment chipoter beaucoup parce que modifier le décor pour qu'il donne bien à la fois avec son réglage ici et les réglages ici, qui doivent donner eux-mêmes bien sur les hyènes, c'est compliqué. Donc en fait, il faut faire en sorte que les réglages qui sont dans le groupe ne débordent pas, il faut qu'ils n'agissent que sur le contenu du groupe. Et ça se fait en changeant le mode de fusion du groupe. Donc à la place du mode transfert, je mets le mode normal, et là, les réglages qui sont dans le groupe agissent toujours sur les hyènes, pas de problème. Par contre, ils n'agissent plus en dehors du groupe, donc ils n'agissent plus sur les décors. C'est donc faire passer le groupe du mode transfert au mode normal. Comment ça se fait qu'ils sont en mode transfert? C'est automatique? Les groupes sont d'office en mode transfert, oui. Alors, je dis tout de suite, avant que vous essayiez ça, souvent, quand je montre ça, on me dit il n'y a pas le mode transfert. Oui, mais c'est parce que c'est un des calques à l'intérieur du groupe qui est activé. Alors ce qu'on me dit, c'est déjà en mode normal. Ben non, j'ai pas dit que c'était sur un des calques à l'intérieur du groupe qu'il fallait passer de transfert à normal. C'est sur le groupe.
Donc j'ai fait passer le mode transfert, du mode transfert à normal, le groupe. Et voilà.